Je vois que voilà, je vois qu'il y a de belles personnes par-ci par-là. Je suis très contente. Et voilà, donc cet atelier est favoriser les interactions et à l'oral sera animé donc par Victoria Torres. Elle est professeure de français diplômée par notre institution et en plus, elle a eu déjà son master 1 et là, elle se prépare à obtenir déjà son master 2. C'était bien ça, n'est-ce pas? Voilà, je dois rendre le même Voilà. dans quelques jours. Donc, ça, Voilà, et c'est en didactique du FLE. voilà. Voilà. Bien, dans l'université de Rouen, si je ne me rappelle pas bien. Voilà, c'est super, super. Voilà, bien. Et en ce moment, et depuis l'an dernier, elle travaille avec nous au Lenguas Vivas, au professorado de français, comme assistante dans le campo de la formation et la pratique professionnelle, c'est-à-dire qu'elle accompagne les stagiaires qui suivent et voilà, qui vont dans les cours du niveau primaire ou du niveau secondaire de notre ville et, et faire cours hein, dans le cadre des chaires de ayudantías y prácticas et de residencias du professorado de français. Bien, alors donc, ceci dit, donc je vous laisse avec Victoria Torres et je vous souhaite une belle rencontre. Et voilà, c'est ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucia, pour la petite présentation. Alors, je renforce avant de commencer l'idée de Lucia. Je suis très contente aussi que vous soyez là, qu'on soit voilà, entre profs, entre futurs profs, en tout cas pour réfléchir un peu à comment justement favoriser les interactions à l'oral dans nos cours de FLE. Et juste pour commencer, je vais partager mon écran. Je voudrais m'assurer que tout le monde voit bien la présentation. Oui, d'accord. Ok, ok, super. Euh, donc, alors aujourd'hui, on a trois objectifs. Euh, le premier objectif, c'est de s'interroger un petit peu sur ce que c'est l'interaction. Donc, pourquoi on parle d'interaction orale et non pas peut-être de production orale ici, dans cet atelier. Euh, Ensuite, on va passer à un côté vraiment très, très pratique où on va explorer des supports et des idées d'activités motivantes qui puissent déclencher la production orale, bon, et spécifiquement les interactions orales en classe de FLE. L'idée, c'est que vous puissiez vous outiller avec des éléments très concrets qu'après, peut-être, vous pourriez utiliser dans vos plans de cours pour celles qui sont en formation ou même, voilà, déjà mettre en pratique pour celles qui travaillent déjà. Et ensuite, on aura un petit moment pour échanger, pour voir un peu si les idées que je vous propose, qui ne sont pas du tout exhaustives, vous éveillent aussi d'autres idées que vous souhaiteriez partager avec les collègues. Donc, n'hésitez pas, ça va être un atelier où on va essayer de co-construire un peu entre nous toutes les idées. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans les chats si vous le souhaitez. S'il y a des choses que vous voulez ajouter ou d'autres idées voilà, que vous voulez nous partager. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est interagir? Et pour cela, on va se prendre une petite minute pour scanner le code et essayer de proposer une réponse à la question qu'est-ce que c'est interagir? Si quelqu'un n'a pas son téléphone à côté ou que vous êtes connecté avec le téléphone, je vous passe également un lien par le chat si c'est peut-être plus facile. Voilà. Donc, prenez-vous une petite minute. C'est pas nécessaire que ce soit une longue réponse. Ça peut être 2 ou 3 mots que vous associez à cette idée d'interagir et on va voir ensemble ce que ça donne.
Alors, je vous vois travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu accéder? Marina, toi, tu as pu accéder? Oui? D'accord. Moi, non, Victoria, parce qu'avec le téléphone, mon D'accord. téléphone est déjà rempli. Je ne peux pas ajouter un autre. D'accord, c'est pas grave. Marcella, j'ai envoyé par le chat de Zoom un lien. Donc, tu peux le faire depuis l'ordinateur aussi. Euh, voilà, donc n'hésite pas. Et pour euh, les participantes qui viennent de se connecter, je rappelle la consigne. On vient tout juste de démarrer et on s'interroge sur la notion d'interaction. L'idée, c'est de scanner le code pour donner votre opinion ou d'accéder en cliquant sur les liens que j'ai laissés dans les chats. Alors, je vais commencer à venir sur cet écran-là. OK. Pardon, Victoria, je n'ai pas pu mettre le code. Alors, je, je suis allée pour avoir un autre téléphone. Qu'est-ce que je dois mettre alors? Ah, OK. Tu peux, sinon, je te repartage le QR. Ah, Sinon, tu peux le faire depuis le chat de Zoom. J'ai laissé un lien. ah non, interagir, c'est quoi? Oui. Voilà, c'est ça. Ah, merci. OK, je t'en prie. Et je vois qu'il y a Merci. un nouveau participant. Ramiro, comment ça va? Ah, oui, Ça va? oui, C'est en train oui. de parler de la notion d'interaction. Donc, n'hésite pas à scanner le code pour donner toi aussi ton avis là-dessus. C'est quoi l'interaction? Comment tu as dit? Oui, voilà. L'idée, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que c'est interagir ou c'est quoi l'interaction? Et pour partager nos réponses, nous allons nous tous participer avec ce code QR. Donc, n'hésite pas à le scanner ou sinon, tu peux aussi entrer à travers le lien qui est dans les chats. Ok. Voilà. Donc, pendant que les derniers finissent de laisser leurs petits commentaires, je commence déjà à montrer un peu les réponses. Alors, je vois qu'il y a un mot qui se répète, échanger. Euh, donc, c'est un peu peut-être le mot-clé, échanger. Il y a aussi construire des liens, ça me semble intéressant. Est-ce que quelqu'un souhaite commenter sa réponse ou la réponse de quelqu'un d'autre? Par exemple, je vois ici une réponse qui introduit les gestes, le regard. C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'éléments là-dessus? On ne sait pas qui a écrit la réponse, donc. C'était moi. Ah, ok. Tu veux nous dire un petit peu là-dessus, un petit peu plus? Oui, ce que je voulais ajouter avec geste, regard, c'est un peu ce qu'on a travaillé avec Victoria dans quelques matières interculturelles et tout ça. Alors, bon, cette idée de ce n'est pas seulement ce qu'on dit, sinon la manière de regarder, la manière de parler, l'intonation, je ne sais pas. C'est beaucoup plus que les mots seulement. D'accord, super, excellent, excellent. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup plus que les mots. Et il y a aussi, on va les voir dans quelques minutes,
tout ce qui est lié au rapport entre les interactants, n'est-ce pas? Au rapport qui pourrait être fictif si on est dans une classe de FLE, que parfois on fait des jeux de rôle, mais auquel il faudrait s'adapter pour reconstruire la situation de communication, ou les rôles et les rapports réels dans une situation de classe entre, par exemple, un professeur et un apprenant, ou entre des apprenants eux-mêmes. OK, il y a aussi le mot agir qui est là. Agir avec les autres, agir avec un autre. Est-ce que quelqu'un souhaite peut-être proposer une réflexion là-dessus? Je, Oui? je, je ne regarde pas le mien. Ah, attends, il est peut-être là. Ah, ok. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marina? Non, 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 ça. D'accord, ok, ok. Bon, et enfin, je pense qu'il y a le retour qui apparaît, n'est-ce pas? Donc, on aurait, si on essaye de récapituler, l'idée d'aller-retour, l'idée d'échanger et l'idée d'agir. Je pense que peut-être vous êtes en train de penser surtout à la perspective actionnelle, il me semble, pour ceux qui ont proposé agir. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ou dire un petit mot sur ça? Non, 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 tout va bien? Ok, d'accord. Donc, n'hésitez pas, si après il y a des idées qui viennent, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je reprends du coup notre présentation. Je vous propose là une petite définition qui apparaît dans les livres Les interactions verbales de Catherine Cabra-Aurecchioni. Je pense que ceux qui ont suivi des cours peut-être de culture, perspective interculturelle, ont évoqué cet auteur. Donc, une définition possible est la suivante. Tout au long du déroulement d'un échange communicatif quelconque, les différents participants, que l'on appellera interactants, exercent les uns sur les autres un réseau d'influence mutuelle. Parler, c'est échanger et s'échanger en échangeant. Donc, on n'était pas du tout loin de cette définition. Il y a beaucoup de définitions de possibles des interactions verbales. En fait, c'est un sujet qui a été largement étudié. Moi, voilà, j'ai fait juste un petit découpage pour avoir un cadre dans notre atelier. Mais en effet, il s'agit de participants qui vont échanger entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des influences mutuelles. Oui, ça veut dire que les interactions, elles ne seront pas gratuites. On va être un peu, si vous voulez, façonné par les idées, les représentations qu'on s'est fait aussi de la personne que l'on a en face. Voilà. Je vois que certains sont en train de prendre des notes de la définition. Si vous n'arrivez pas à tout copier, ne vous inquiétez pas parce qu'on est en train d'enregistrer la réunion. Donc après, vous allez pouvoir rattraper tout, tout, tout le matériel. Voilà. OK. Donc du coup, j'aimerais juste, pour proposer un petit cadre, vous présenter une typologie des interactions. On va pas trop s'attarder sur la théorie puisqu'on va y aller vers la pratique. Mais pour connaître un petit cadre, on peut penser à des interactions qui seraient complémentaires et des interactions qui seraient symétriques. Alors, les interactions complémentaires, en fait, on les appelle complémentaires parce que le rapport entre les interactants serait complémentaire. Parfois, cette notion, elle est abordée dans les sens de position haute, position basse. Mais le fait d'occuper la position basse, c'est juste, si vous voulez, une nomenclature théorique. Ça ne doit pas être vécu comme un échec. Par exemple, si je pense à des interactions du type vendeur-client ou médecin-patient, ou je ne sais pas,
professeur-étudiant dans l'interaction typique. Donc, si vous voulez, ce caractère de rapport de place, il est défini par un côté institutionnel. En fait, par exemple, je ne sais pas, à l'hôpital ou dans un commerce ou à l'école. Et c'est lié à la nature spécialisée de l'interaction. On va voir quelques exemples tout de suite. Et pour ce qui est des interactions symétriques, en fait, les places, elles ne sont pas fixées de l'extérieur de manière institutionnelle, comme c'est le cas des interactions complémentaires. Mais en fait, c'est là où entrent en jeu toutes les représentations que se font les individus d'eux-mêmes et aussi des partenaires de l'interaction, des partenaires, du partenaire au pluriel ou au singulier. Et en fait, on ne réagit pas toujours dans ce type d'interaction de manière objective, mais on peut réagir aussi en fonction des représentations que j'ai de la personne qui est en face de moi. Par exemple, on va essayer de voir et ensuite on va voir comment ça on pourrait l'appliquer dans notre cours de FLE. Les interactions complémentaires, ça serait une situation de consultation. Vous pensez à quoi si je dis une situation de consultation? Ça renvoie à quoi concrètement pour vous dans la vie réelle? Aller chez le médecin, Oui, voilà, c'est ça. Ça pourrait être des consultations médicales diverses, aller chez le médecin. D'autres situations de consultation, à part le médecin? la classe, après la classe. Ah, ok, d'accord, génial, génial. S'il y a une interaction dans la classe, peut-être après le cours où un étudiant va poser une question à un enseignant, super. Donc, en tout cas, si vous voyez aussi bien pour le médecin que pour l'enseignant, l'idée, c'est qu'il y a un demandeur d'information qui vient consulter un expert dans cette matière-là spécifique et dans cette interaction spécifique, parce qu'on sait qu'après, on peut inverser les rôles. L'expert, ce n'est pas toujours l'enseignant, ça pourrait être l'apprenant aussi. Et donc, en fait, c'est le consultant qui va prendre l'initiative de l'échange et il attend un résultat plus ou moins tangible de cet échange, c'est-à-dire une réponse concrète. Donc ça serait l'idée de consultation. Ensuite, on a l'enquête. À quoi vous pensez pour l'enquête? Qui va initier l'interaction? L'enquêteur. Ok, oui, l'enquêteur, c'est ça. Et en fait, c'est lui, c'est le spécialiste, entre guillemets, qui a besoin des informations. Pour ceux et celles qui ont fait, par exemple, la matière aux lenguas trabajo de campo, il faut faire une petite recherche. Donc là, si vous faites une recherche en tant que futur prof, vous faites une petite enquête et c'est en fait l'enquêteur, comme Marcella a dit, qui va aller chercher l'information. Donc, il y a besoin d'aller chercher l'information auprès de l'enquêté. Euh, et donc, c'est en fait l'enquêté qui se retrouverait dans une position plus élevée, entre guillemets, puisque c'est lui qui détente l'information. Voilà. Et ensuite, nous avons l'entretien et la transaction. Donc, l'entretien ressemble à une interview, en fait. Et la transaction, c'est plutôt ce qui est lié aux relations de vente, aux relations de service d'accueil, notamment quoi dans la vie de tous les jours. À quoi ça renvoie la transaction, la situation de communication transaction? Saja, en général. Un quoi, pardon, Agos? Achat et Ah, sortir et faire les achats de la semaine, je ne sais pas, faire exactement. les courses. Voilà, ok. Et je pense aussi aux situations où on demande quelque chose à quelqu'un, un petit service.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça l'idée en fait. Je vais essayer d'avoir un service, d'obtenir un service. Et ce qui compte, c'est que je pars d'un objet qui est extérieur à la situation de communication. Par exemple, je ne sais pas, euh, je vais à la cantine au Linguas, je vais acheter un café. Donc, ça représenterait une interaction complémentaire liée à la transaction. L'objectif, c'est d'obtenir un café. C'est pas d'échanger, je ne sais pas, sur la vie de la personne qui me vend le café. Pareil avec les services, que ce soit un service objet ou que ce soit, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'aider à, je ne sais pas, traduire ce petit mail? Donc, en fait, le sens de l'interaction, c'est d'obtenir un résultat concret. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est des interactions complémentaires. Donc, on répète pour les distinguer, les interactions complémentaires. Parfois, elles se comprennent pour simplifier les choses dans ces rapports de place où il y a une relation haute et une relation basse qui peut se traduire aussi comme une personne qui recherche de l'information et une personne qui a l'information recherchée ou le produit ou l'objet ou le service recherché. Et ensuite, et ça va être le dernier petit point théorique, on a les interactions symétriques. Donc, on avait dit tout à l'heure que dans les interactions symétriques, les rapports de place est différent, on n'est pas défini institutionnellement. Donc là, on va retrouver la conversation, la discussion, le débat et la dispute. Des choses que je pense on utilise tous et toutes en classe de FLE, n'est-ce pas, pour faire parler nos apprenants. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ou a une hypothèse sur la différence entre la conversation et la discussion, qui parfois dans les langages courants sont utilisés comme des synonymes? Je crois qu'il s'agit de l'intention communicative à la base de l'échange. C'est-à-dire, dans une conversation, couramment, on échange des idées euh, sans tâcher de convaincre l'autre. Tandis que dans une discussion, on prend un point plutôt argumentatif et on essaie de convaincre, de pousser l'autre à agir d'une certaine façon. D'accord, ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur ce que Lily a dit ou compléter? On valide, du coup? Moi, je pense que la discussion est un sujet spécifique, peut-être, et la conversation peut avoir plusieurs sujets. Et moi, je le pense de ces côtés, en plus de ce que Lily vient de dire. Ok, super, super. Bon, je pense que Lily et Isaura, vous êtes très bien complétés. Donc, en effet, juste pour récapituler, effectivement, la conversation, elle a des thèmes libres, en fait. Elle a aussi une durée de tour de parole et une alternance qui sont libres aussi et qui sont variables. Le nombre de participants est variable. Et normalement, au moins d'après cette notion en linguistique, le caractère de la conversation est gratuit, c'est-à-dire que elle ne comporte pas en elle-même un problème ou un enjeu. Donc, c'est un peu parler pour parler, parler par plaisir, parler par politesse aussi. Donc, si vous voulez, les grands objectifs, ça serait de maintenir les liens sociaux pour la conversation. Alors que dans la discussion, il y a un enjeu. C'est ce que je pense, ça rejoint un peu l'idée les deux, d'Isaura et de Lily, je crois. Elle peut être consensuelle, elle peut être coopérative ou elle peut être conflictuelle. Et ensuite, s'orienter vers la compétitivité et pourquoi pas déboucher sur un débat. Oui, donc dans les débats, en fait,
il va y avoir cette caractéristique de confrontation. Et il y aura, comme dans les compétitions sportives, un vainqueur et un vaincu. C'est le, voilà, le sujet typique qu'on aime bien, les profs de FLE 1B, 1B2, le débat. Et donc déjà, d'un point de vue formel, le débat par rapport à la discussion est plus organisé. Et il y a un cadre, oui, qui est normalement préfixé. Et donc, cela nous amène aussi à parler de la dispute, qui est une interaction nettement conflictuelle. Et c'est finalement la forme ultime de discussion, avant qu'elle voilà, ne dégénère en violence. Donc, en fait, c'est ce que normalement les sujets essayent d'éviter, d'arriver à la dispute, puisqu'il y a toutes ces questions de phase qui essayent d'éviter d'attendre ce stade, parce que sinon, on va rompre l'interaction. Donc, normalement, avant d'arriver à la dispute, on essaye de reculer et peut-être de revenir à l'étape de la discussion. Voilà. Ça va, est-ce que vous voyez à peu près cette première, je reviens sur, voilà, sur la typologie, donc interaction complémentaire et interaction symétrique. En fait, je voulais faire juste ce petit point théorique, ne serait-ce que un peu rapidement et sommairement, pour essayer de donner un cadre aussi voilà, aux idées pratiques sur lesquelles on va parler. Super. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires, peut-être d'autres idées qui vous ont venues à l'esprit en écoutant les collègues ou en m'écoutant? Non? Ok. Donc, on est prêt et prête pour continuer. Alors, après cette première partie, nous allons passer du coup à présent à notre deuxième objectif de l'atelier, qui est un peu des idées pratiques. Oui, un peu quelques idées. Et là, je voudrais bien, comme on est tous déjà, je pense, je crois, dans la pratique, dans l'exercice de la profession d'enseignant, j'aimerais bien aussi avoir vos idées et essayer d'enrichir et de discuter là-dessus. Oui, l'idée, c'est que ce ne soit pas juste moi qui présente des idées. Donc, premier objectif, se présenter quelqu'un. Donc, objectif, voilà, typique du niveau A1, mais aussi objectif typique des premiers jours de cours, peu importe le niveau, quand on commence à briser la glace et à connaître nos étudiants. Donc, première activité, c'est l'activité qui est-ce. Donc, l'idée, c'est que, voilà, on est dans une classe, on fait sortir un élève et ensuite, le reste de la classe choisit une personne parmi les apprenants qui sont restés dans la salle de classe. Et l'élève qui revient à la salle de classe doit poser des questions pour deviner de qui il s'agit. Petite remarque, il s'agit d'élèves qui se connaissent déjà. Donc, si c'est un groupe qui ne se connaît pas, voilà, cette activité va être un échec. Donc, par exemple, si vous travaillez en école primaire ou en école secondaire, ça peut bien marcher parce que les étudiants, normalement, ils se connaissent déjà de l'année précédente. Donc, l'idée, c'est de poser des questions, de donner des informations personnelles, de passer par la description physique, par les dégoûts, des préférences. Et bien sûr, vous pouvez adapter cette activité aux objectifs du cours et au niveau de vos apprenants. Éventuellement, et ça, je vais le noter, c'est une notion qui va traverser un peu toutes les activités. On peut toujours ajouter des contraintes. C'est ce qui rend aussi les interactions dans les cadres d'une classe de FLE plus intéressantes. Oui, parce que là, pour nous, en tant que prof, au moins dans ce type d'activité, ce n'est pas l'idée de parler pour parler, mais on est en train là de parler pour apprendre la langue et pour pratiquer la langue étrangère. Donc, n'hésitez pas à établir des contraintes. Tout le monde voit ce que c'est une contrainte.
n'est-ce pas? Ou pas? Oui, d'accord. OK. Super. Donc, une autre possibilité, c'est de travailler par binôme. Donc, il y a deux élèves qui se mettent dos à dos et ils vont se regarder pendant 1 minute. Ensuite, ils se retournent et ils doivent se décrire. Donc, l'idée, c'est, bon, on va exercer un petit peu la mémorisation. Pour cette activité, vous pouvez leur demander d'ajouter, par exemple, un nouvel élément, genre des accessoires, des lunettes ou un foulard. Vous pouvez aussi leur demander de faire attention aux couleurs. Euh, donc, l'idée, c'est finalement de rappeler un peu l'apparence physique du copain ou de la copine et de pratiquer voilà, la description physique. Cela peut se faire aussi en cours virtuel pour ceux qui ont des cours virtuels. Donc, voilà ma première petite question pour vous faire parler. Comment on pourrait adapter cette activité dans un cours virtuel? On a eu des cours virtuels, par exemple, dans lesquels le professeur établissait de petits groupes. Mhm. Alors, le prof passait devant chaque groupe pour demander comment l'activité se déroulait, etc. Mais l'idée technologique de pouvoir faire des groupes de manière virtuelle pourrait favoriser l'implémentation de ce type d'activité. Ok, d'accord, génial, génial. Donc oui, déjà l'idée de faire des petits groupes, elle est très très bonne. Et comment on fait pour rétablir cette idée de ils se retournent? Parce que enfin, s'ils se retournent, ils sont loin du micro, peut-être ça s'entend pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Éteindre la caméra. Oui, voilà, c'est ça, tout simplement, éteindre la caméra. Donc, on pourrait établir même un petit chronomètre, si vous voulez, en partageant l'écran, pour, voilà, montrer le passage du temps, juste 1 minute. Ensuite, on éteint la caméra et on essaye de se décrire. Voilà. OK. Une autre variante, ça peut être qu'un troisième élève va poser des questions, non? Si vous voulez travailler sur l'interrogation, donc il va dire, bon, et au fait, je ne sais pas, quelle est la couleur de ses cheveux? Et c'est lui qui va vérifier les informations. Voilà. C'est un peu comme cette idée que tu disais, Lily, du prof qui va aller dans les petites équipes. On peut, pourquoi pas, déléguer cette idée d'élève gardien de la vérité euh, pour qu'il voilà, vérifie si les informations sont bonnes ou pas. Voilà. Vous avez déjà testé cette activité dans vos cours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà faite? Personne. OK, pour l'instant. Peut-être que la semaine prochaine, vous testez ça dans vos cours. OK, donc on continue. Troisième activité. Bon, elle s'appelle Seul contre tous. Donc, l'idée, c'est qu'un élève affirme quelque chose et ensuite on lui pose des questions pour savoir si c'est vrai. Vous connaissez certainement l'activité le détecteur de mensonges, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être joué en français ou dans une autre langue étrangère si vous apprenez peut-être, je sais pas, l'anglais ou d'autres langues. Où en fait, l'objectif de l'activité, c'est de dire 3 affirmations dont une est fausse. Et donc ça serait une autre variante d'un peu seul contre tous. Donc là, encore une fois, on pose des questions, donc on travaille sur l'interrogation. Et la contrainte, ça peut être, par exemple, que l'affirmation soit, je ne sais pas, au passé, ou que ça renvoie à un souvenir d'enfance.
Ou si vous êtes dans la situation de présentation personnelle, que ça donne une information sur la personne. Voilà. On peut travailler en petite équipe, on peut voilà, leur proposer d'utiliser un temps verbal en particulier ou je ne sais pas, une phrase comportant un pronom relatif, peu importe. Voilà. Ok, donc pourquoi j'ai mis travail en petit groupe? Peut-être qu'en fonction de la taille du groupe et aussi des rapports entre les apprenants, peut-être qu'un seul élève contre, entre guillemets, toute la classe, ça peut paraître un peu trop. Donc, pourquoi pas essayer de diviser en petites équipes et le prof, il va se balader pour vérifier un peu comment ça se passe, l'activité. Donc, encore une fois, une activité qui peut être tout à fait transposable en virtuel si vous travaillez en virtuel. Ok. Par la suite, j'ai pensé à vous proposer aussi quelques activités autour des photos. Pour ce faire, voilà, j'ai sélectionné quelques photos. Alors, je vous montre ça. Est-ce que vous connaissez cet artiste? Alors, en fait, il s'appelle, pardon, Slinka Chu. Je vais vous passer son site. Et il travaille avec des miniatures. Donc, des petits personnages en miniature qui apparaissent, voilà, qui apparaissent dans des situations très sympas qui sont recréées avec des objets du quotidien. Donc, voilà. Regarde, ça, c'est pas mal. Ok, donc je vais vous passer le site. Tac, tac. C'est Tanaka. Pardon, C'est Tanaka. c'est C'est un Tanaka. artiste japonais. Je pense pas. Je pense qu'il est pas japonais. Je me rappelle pas sa nationalité, mais on pourrait la chercher. Je crois Ah, que parce que sur Instagram, il y a un artiste japonais justement qui introduit de petits bonhommes dans des situations de loisirs, etc., mais en jouant avec les dimensions. C'est-à-dire, si on a un chou-fleur, par exemple, sur la table, et ce petit homme apparaît euh, sur une des feuilles de la légume, et comme s'il se déplaçait sur une vague, par exemple. Il y a des choses. ah, c'est à peu près le même concept, je crois. Ah, Tanaka, il s'appelle l'artiste et dont Tanaka, je vais le chercher après, te le passe. c'est génial. Si tu veux le laisser dans les chats. Après, peut-être que si on met la vidéo sur YouTube, on pourrait mettre les liens en description. Voilà. Super, oui, c'est pas le seul qui travaille avec des miniatures, donc peut-être que voilà, en naviguant sur Internet, vous pouvez découvrir aussi d'autres artistes. Mais en tout cas, voilà, je vous montre une possibilité. Il y a aussi, regardez, ça a été une expo sur les petits déjeuners dans le monde. Je vous passe tout de suite le lien. Donc, il y a pas mal de photos. Donc, ça nous permet aussi d'explorer l'interculturel, de voir comment les autres mangent ailleurs, notamment pour les petits déjeuners. Si vous travaillez sur les aliments, c'est pas mal non plus. Ouais. Voilà. Tac, tac, tac. Et bon, voilà. Je vous passe l'article. Ça, c'est juste des idées de déclencheurs. Après, bien sûr, vous allez adapter chaque consigne au déclencheur, mais bon, c'est pour que vous ayez une petite idée du type de photos sur lesquelles on peut travailler. Donc, je reviens pardon, voilà, sur la présentation. Ok, donc du coup,
Voilà, là, il y avait une autre photo. Tac, tac, tac. Donc, une première idée, c'est de travailler sur une activité qui s'appelle ou qui peut être appelée photo cachée. C'est-à-dire qu'on va cacher différents morceaux de la photo et on va essayer de faire des hypothèses sur le contenu. Et on va dévoiler petit à petit. Sur ce type de photos, ça marche très bien parce qu'on peut, par exemple, montrer juste la glace et ensuite on montre la personne ou à l'inverse. Et donc, on va construire petit à petit le sens de la photo jusqu'à avoir dévoilé toute la photo. Alors, concrètement, comment on peut faire ça? L'idée de cacher, dévoiler ensuite. Pendant la pratique, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai ma photo toute entière. Est-ce qu'on peut le penser et pour le cours en présentiel et pour le cours virtuel? Qui a une idée de comment mener, comment mettre en œuvre cette idée? Au présentiel, on peut cacher une partie de l'image avec un autre papier ou bien prévoir une série de photos ou d'images et découpées au préalable et puis former l'image complète. Et au virtuel, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités avec ces applis telles que Canva ou bien avec des présentations PowerPoint, par exemple. Voilà où je peux faire ça, par exemple. Oui, sur Zoom. Euh, tout à fait, Lily. Super. Donc, effectivement, en présentiel, on a plusieurs idées. Soit j'imprime la photo, si vous ne disposez pas d'un projecteur ou d'un ordinateur. Et ensuite, soit je la découpe, ça c'est pas mal comme idée. Et puis la manipulation, si vous travaillez avec des enfants, elle est pas mal non plus. À la manière d'un puzzle aussi. Soit, voilà, je la cache avec un autre papier, tout simplement. Ok, oui, et en virtuel, peut-être ça devient un peu plus simple au niveau matériel. Il suffit, si vous êtes sur Zoom, vous cliquez sur la barre d'annotation et il y a une option dessiner ou dessin. Et là, vous pouvez insérer ce que j'ai inséré tout à l'heure, un rectangle, voilà, qui vous permet de cacher. Voilà. Ok, ou sinon, vous pouvez découper préalablement avant la séance et montrer les morceaux de la photo. Ok, donc cela nous permet de faire des hypothèses, de poser des questions et tac, voilà, je vous montre ici, donc du coup, le petit résumé. Et surtout de justifier. Donc, si vous voulez faire justifier, faire expliquer et argumenter d'une certaine manière, c'est une activité qui pourrait bien s'adapter. Voilà. OK. Ensuite, on peut aussi donner la voix aux personnages qui sont sur la photo. Et on peut imaginer leurs propos. Une contrainte que vous pourriez établir, je reviens sur ça. Donc, mettons que je dis à mes apprenants, bon, on va imaginer ce que le garçon dit à la fille. Peut-être on a déjà imaginé quel est le rapport entre eux, qui est cet enfant. On peut, comme contrainte, attribuer des émotions, n'est-ce pas? Et peut-être donner la même photo à toutes les équipes, mais en leur attribuant une émotion différente. C'est-à-dire qu'une équipe va travailler sur la joie, une autre équipe sur, je ne sais pas, la surprise, un autre sur la déception. Et donc, on va arriver à avoir des productions différentes. Et bien sûr, on pourrait faire un travail aussi sur les intonations qui sont liées à ces émotions-là.
Voilà. Ensuite, on peut aussi travailler sur la description de la photo, un peu comme le principe de l'activité dos à dos où il y avait les étudiants qui se regardaient et ensuite devaient reconstruire ce qu'ils avaient vu, mais à partir d'une photo. C'est-à-dire que on peut par exemple diviser la classe en équipes, on leur attribue des photos différentes et il y a une équipe qui va devoir penser à la description de la photo. Pour ce faire, bien sûr, il faudra avoir un peu le vocabulaire pour situer dans l'espace, probablement, parler des personnages, de couleurs. Et ensuite, cette même équipe va rapporter à l'oral la photo et les autres vont essayer de la reconstruire. Et finalement, on va pouvoir comparer le dessin de la photo et voir si ça s'éloigne ou pas. Voilà. Vous pouvez le faire au tableau si vous faites si vous êtes, pardon, un cours présentiel. Vous pouvez faire comme un dessin collectif au tableau. Ça peut bien fonctionner avec les enfants, par exemple, en école primaire. Voilà. Ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent à l'esprit, peut-être inspirées de vos pratiques de cours? Non? Tout va bien? Ok, d'accord. Oui, Marcella. Je fais un peu ça, mais avec la BD. Disons, je cachais, je coupais, découpais disons, la dernière vignette et je travaillais toute la vignette et après, on devait essayer de trouver. Oh, C'était un peu la même chose, n'est-ce pas? Mais ok. avec la photo aussi, une fois, j'ai essayé cette, Super, cette- super, super, c'est très bien, oui. Et avec les BD, vraiment, je pense, ce serait un atelier à part parce qu'on peut faire tellement de choses avec la BD. C'est super. Donc déjà, voilà, rapidement, ça me vient à l'esprit. Peut-être le fait comme tu travailles sur des BD, Marcella, peut-être tu l'as fait déjà. Tu enlèves le dialogue qui sont dans la BD et ensuite on peut peut-être jouer la scène à l'oral en oui, j'ai imaginant. travaillé la BD de différentes manières. Et l'une d'elles, c'était ça, découper et essayer de savoir, de deviner ou d'imaginer la dernière, hein. Et avec d'autres, bon, je travaillais la grammaire, la langue, etc. Et d'autres directement, comme c'était une seule vignette, j'effaçais tout le texte et on devait écrire un texte en fonction de l'image. D'accord. Ok, super, super, super. Euh, très bien, très bien. Merci Marcella pour ce partage de pratique. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole par rapport à cela? Non? D'accord. Ok, super. Bon, alors, pour terminer avec cette partie qui concerne les photos, je vous présente d'autres idées euh, qui peuvent peut-être vous être utiles et qui peuvent aussi déboucher sur d'autres activités. Euh, Première idée, on peut proposer une série de photos et leur demander de classer ces photos-là selon un point commun. Euh, Vous pouvez aller du plus évident au moins évident tout en faisant justifier les choix. N'est-ce pas? De se dire pourquoi j'ai mis cette photo avec cette autre photo, quelle serait la photo intruse s'il y en a, est-ce que c'est par exemple un critère culturel, est-ce que c'est un critère par nombre de personnes qui apparaissent sur la photo, voilà, est-ce que c'est par époque, est-ce que c'est par plan, etc. Donc, on pourrait imaginer 1000 critères et l'adapter à ce que vous auriez travaillé dans la classe.
Ensuite, on peut aller parler au personnage de la photo ou pareil, d'un tableau, on va tout à l'heure travailler un petit peu avec le monde de l'art, mais ça fonctionnerait bien aussi avec un tableau, peut-être un tableau célèbre. Et donc, imaginez ce que je dirais à la personne qui est sur la photo. Bien sûr, là, ce qui est le plus important, c'est peut-être le bon choix de la photo. N'est-ce pas une photo qui puisse inspirer quelque chose où la personne ait peut-être une expression très, très marquée, enfin, qui dénote une émotion en particulier. Voilà. Et ensuite, on peut travailler sur l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas sur la photo. Un peu comme l'idée de cacher, mais dans le sens contraire, d'élargir le champ de la photo. Et donc, imaginez qu'est-ce qu'il y a dans le sac, qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce qui, par exemple, si je reviens sur peut-être la petite photo qu'on a vue ici, qu'est-ce que la fille a dans les poches, par exemple. Donc, l'idée, c'est de voir, d'imaginer ce qu'il y a ailleurs. Donc, comment on continue cette photo-là? OK. Et ensuite, juste pour terminer sur cette première partie, on peut aussi travailler sur des cartes mentales, c'est-à-dire à partir d'une photo, je peux travailler un objectif culturel. Mettons que je travaille sur les photos de Paris des années, je ne sais pas, 60, 50, avec les petits enfants aux pantalons très, très courts. Donc là, je peux par exemple proposer pour présenter la photo ou pour faire préparer une autre activité à l'oral, de faire une carte mentale. Qui, quoi, quand, où, et pourquoi pas faire des petites recherches culturelles. Voilà. Donc, je répète et j'insiste sur cela, ce sont des idées non exhaustives. Et ensuite, il faut tester chaque idée parce que les idées, elles ne sont pas universelles. Après, il faut voir ce qui marche avec vos élèves, avec vos objectifs, et tout doit avoir un sens. Ici, on n'a ni un découpage, ni un programme, ni un groupe d'élèves spécifique. Donc, il faudra bien sûr voir comment adapter cela dans vos séquences. OK. Donc, on va passer maintenant au monde de l'art. Donc, le monde de l'art est aussi fécond que le monde de la photographie. Donc, on va commencer par une activité qui met en scène le cinéma. Donc, on peut choisir une scène d'un film et on peut enlever le son. Il ne faut pas qu'il y ait les sous-titres, bien sûr. Et ensuite, on va doubler les propos de la scène. Un peu comme l'idée de la BD qu'on a évoquée tout à l'heure, quand j'essaye d'imaginer les propos des personnages, mais en essayant de coller aussi avec les tons. Donc, c'est-à-dire que je vais passer la scène et en même temps, les apprenants vont jouer la scène. Bien sûr, en fonction du niveau, vous allez demander de l'improvisation ou pas. Si c'est un petit niveau, bien sûr que non. Ils l'auront préparé à l'avance. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner la voix au personnage. Là, on peut bien sûr s'aider sur, j'ai oublié, sur la première idée, mais je pense que c'était toi, Agos, qui l'a dit au début, sur tout ce qui est gestes, regard. Oui, Donc là, oui, on oui. peut bien voir cette idée-là sur les interactions. Donc les interactions qui ne sont pas seulement verbales, mais il y a toute la gestuelle derrière. Voilà. Contrainte, on peut aussi passer par les émotions, n'est-ce pas? Par l'attribution d'émotions. Voilà. Sinon, si c'est trop difficile, ou peut-être pour préparer l'activité, on peut passer l'extrait avec des sous-titres et travailler juste sur peut-être l'expression des émotions à travers l'intonation. Voilà. OK. Ensuite, je voulais vous proposer une activité pour continuer, bien sûr, à travailler sur l'art qui s'appelle Dialogue dans un musée. Donc, l'idée, c'est que tout se passe dans un musée, devant une exposition.
Euh, donc, on a différentes scènes. Je vous ai proposé quelques scènes, mais on pourrait en imaginer d'autres. Euh, toutes les scènes que je vais vous présenter vont se jouer à deux. Donc, ça va être un travail en binôme. Et il y a des phrases, et ça, c'est la contrainte un peu drôle, qu'il faut impérativement insérer dans les dialogues. Par exemple, on va voir... Delia, pardon, pardon, juste parce que je crois que nous, on continue de voir la photo de Slinkachou. Ah, voilà, merci. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Oui, parce que ça Ah, fait, quand tu as parlé du cinéma, déjà, on continuait sur, et je me disais, il y avait quelque chose ah, de... d'accord, ouais, je pense que je n'ai pas changé. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci de me le D'accord, non, non, je t'en prie. Voilà, donc du coup, je reviens sur le karaoké, comme ça, vous avez les petits résumés. Donc, karaoké ciné, l'idée, j'insiste, c'était de passer un extrait du film sans leçon et faire imaginer les propos des acteurs, puis les répliques. On avait dit tout à l'heure qu'on peut le passer avec des sous-titres si c'est trop compliqué pour vos élèves ou si vous voulez le concevoir aussi comme une étape avant de passer à la production, plus si vous voulez, authentique des étudiants. Voilà, voilà. OK. Et ensuite, là oui, j'arrive au dialogue dans un musée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on imagine que tout se passe dans un musée, que toutes les situations se jouent devant une exposition. Et l'objectif, c'est de placer des phrases dans un dialogue. Donc, la contrainte, c'est de pouvoir orienter le dialogue vers l'utilisation de certaines phrases. Par exemple, je vais vous montrer la première idée. Donc, pour cette première idée, on a plusieurs objectifs, soit donner son opinion en fonction de la consigne, vous allez voir, des impressions, poser des questions. Donc là, juste pour faire le lien avec la première partie de cet atelier, on peut bien voir le type d'interaction. Oui, on ne va pas théoriser avec nos élèves, bien sûr, mais sinon, on veut donner un autre cadre. Et on peut aussi penser à ces questions de, bon, est-ce que ça va être une transaction? Est-ce que c'est plutôt une interaction qui est dans l'axe de la recherche d'information? Est-ce que c'est parler pour parler? Et donc, dans ce sens, la première situation, je vais vous présenter un peu, ouais, peut-être 4 situations. Donc, la première, c'est une scène de drague, par exemple. Donc, une personne en aborde une autre pour faire la connaissance et la séduire. Donc, monsieur, il fait beau, n'est-ce pas? Donc là, première phrase qu'on pourrait insérer. Deuxième situation, c'est une scène de consolation. Donc, c'est une personne qui en console une autre qui est en train de pleurer. Et donc, la phrase qu'il faut insérer, c'est « Ah, madame, vous êtes triste. Mais non, il va revenir, madame. Ne vous inquiétez pas. » Donc là, déjà, on ne sait pas qui est-ce qui va revenir, pourquoi la dame, elle est inquiète. Donc, les étudiants, ils doivent imaginer pourquoi. Donc, on pose comme un petit mystère. Ensuite, une autre situation possible, ça serait une annonce. Une personne qui annonce une grande nouvelle. Donc, la petite phrase serait, par exemple, tu sais quoi, tu vas te marier, c'est ça? Et donc, bon, on voit bien que la personne n'a pas complété les propos, donc peut-être que l'autre personne n'a pas bien entendu. Et donc là, il peut y avoir des malentendus aussi. Situation numéro 4, c'est une scène de félicitations. Donc, un visiteur félicite l'auteur de l'exposition alors qu'il n'apprécie pas ses œuvres. Donc, la petite phrase, les petites phrases, ça serait pas mal, très bien même. Donc, là, vous voyez, on met en jeu différentes choses et différents objectifs. Ça, c'est juste des idées. Après, vous allez adapter les phrases que vous voulez faire insérer, les situations, si c'est un public d'adultes, si c'est un public d'adolescents.
Et enfin, deux dernières idées, une scène de conflit et une demande d'attention. Donc, une scène de conflit, imaginez un visiteur qui veut toucher les zèbres. Voilà. Et donc, c'est une interaction entre un gardien et un visiteur. Le gardien, il doit placer la phrase, il est interdit de toucher les zèbres. Vous m'entendez? Donc, voilà. Conflit absolu. Donc là, on serait peut-être dans la discussion. On espère que ça n'arrive pas aux disputes. Voilà. Et le sujet-ci, c'est une demande d'attention. Donc, c'est un guide qui réclame du silence et d'attention. Voilà. Un peu comme nous, les profs, parfois, dans les cours. Donc, accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Sonnez rien, une petite minute. Donc là, peut-être que on va pas faire un dialogue à deux, mais ça sera à trois, même à quatre. C'est pas mal si vous avez un groupe impair d'élèves de proposer aussi des situations où il faut plus de deux personnes ou si vous voulez aussi leur faire travailler en petite équipe. Voilà. Ok, est-ce que ça va jusqu'ici? Oui? D'accord, ok, super. Très bien. Donc, on va passer à la dernière étape. C'est un peu comme une activité, enfin, quelques idées bonus, puisque ça concerne les jeux de société. Donc, les jeux de société sont un très bon moyen pour déclencher des interactions. Notamment, je vais vous en présenter trois. Alors, le premier, c'est le jeu Qui est-ce? Peut-être vous l'avez joué. Je pense que certainement vous l'avez joué en espagnol ou en français. Je vous montre les autres et ensuite je reviens. Donc, on a Time's Up et on a aussi Pictionary. Donc, je vais revenir, voilà, petit à petit sur les trois. Alors, pour Pictionary, je commence par Pictionary parce que peut-être vous connaissez déjà le principe. Est-ce que tout le monde connaît le principe de Pictionary? Quelqu'un a déjà joué à ces jeux? Ouais. Oui. Qui a dit oui? C'est Marina? Tu veux nous en parler? Oh non. Ah non, 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 je veux pas. Euh, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a joué à Pictionary? Parce que je pense que pas forcément tout le monde connaît ça. Mais en fait, Oui, mais pas en français. ok, d'accord. Tu veux nous en parler? Enfin, c'est Et, en espagnol et en français. et oui, c'est un jeu que je trouve très amusant et où il faut, bon, justement dessiner selon la catégorie et, qui est sur le tableau, je sais pas comment dire. Et alors, c'est une idée très intéressante pour le faire dans un cours de FLE. Mhm. Oui. D'accord, ok, super, super. Donc, le principe, c'est ça, je reçois un mot et je dois faire deviner à mon équipe de quel mot ou de quelle expression il s'agit tout en dessinant l'idée. Donc, c'est vrai que c'est un jeu, en général, ces jeux-là, ils ne sont pas conçus à la base pour être travaillés et joués dans un cours de FLE. Toutefois, ça s'adapte très, très bien. Notamment, par exemple, si vous avez un lexique en particulier que vous voulez faire travailler, par exemple, à la fin d'unité, vous voulez faire réviser du lexique de manière un peu plus amusante et faire aussi parler, travailler sur les définitions, travailler sur les explications, sur les exemples. Vous pouvez, vous, bien sûr, concevoir la liste de mots et faire les petites fiches. Parfois, ce qu'on fait aussi, c'est de demander aux apprenants d'écrire dans un petit papier un mot qu'ils ont appris
tout au long de l'unité. Et donc, ensuite, on reprend tous ces mots-là et ça, c'est, si vous voulez, les cartes. Donc, on les fait à partir même des propositions des apprenants. OK. Et bon, il faut dessiner. Oui, ça, c'est aussi drôle pour les étudiants. Je reviens du coup sur TimeSap. Alors, TimeSap, en fait, c'est comme le jeu Tabou. Peut-être vous le connaissez comme Tabou. Alors, c'est un jeu où on reçoit aussi une carte avec un mot ou une expression. L'idée, c'est qu'on les fait en 3 manches, c'est-à-dire en 3 étapes. D'abord, je reçois un mot et je dois l'expliquer sans dire le mot. Par exemple, j'ai les mots eau, mettons, et je dois essayer d'expliquer, mais je ne peux pas dire eau, bien sûr. Donc, par exemple, voilà, je vais dire, je ne sais pas, c'est une boisson que l'on boit. Notre corps a un grand pourcentage de cela. Donc, il faut que j'explique. Ensuite, je peux dire seulement un mot. Bien sûr que ce ne soit pas le mot en question. Donc, je vais dire, je ne sais pas, boisson. Et en troisième étape, je peux juste mimer. Donc, je peux faire par exemple ça. Comme les mots sont toujours les mêmes, on travaille aussi sur la mémorisation. C'est-à-dire que tout le monde doit faire attention aux mots qui sont sortis dans la première manche. Concrètement, mettons que je joue avec les personnes que je vois en premier, Marcela et Agos. Donc, Marcela reçoit un mot, Agos reçoit un mot, moi je reçois un mot. Première manche, j'explique mon mot sans dire le mot. Marcela de même, Agos de même, on devine, on gagne des points. Deuxième manche, Marcela dit juste un mot, Agos de même et moi de même. Donc, ça se complexifie. On est 3, c'est pas si difficile que ça, mais on peut ajouter d'autres personnes. Troisième manche, je mime. Donc, encore une fois, normalement, ça va être l'enseignant qui va proposer le lexique, sauf bien sûr s'il s'agit d'un niveau de langue très avancé où on peut travailler sur l'imprévu et pas forcément par champ lexical vu en classe. Voilà. À ça, on peut rajouter aussi des contraintes temporelles, on peut l'imaginer en petite équipe, on peut même imaginer une séance de jeu où chaque petite équipe travaille sur un jeu différent, pourquoi pas. Et finalement, nous avons le jeu Qui est-ce. Donc, Qui est-ce, en fait, c'est un jeu où je reçois des personnages. L'idée, c'est que je vais choisir un personnage mystère que mon adversaire ou mon copain, mes copines doivent deviner. Et comment il va faire pour deviner? Il va poser des questions. Donc, je peux le faire, je peux moi-même construire un qui est, c'est pas nécessaire d'avoir le jeu. Par exemple, en prenant des personnages d'un film. Mettons que vos élèves sont fans de Harry Potter. Donc, on fait un qui est de Harry Potter. Donc, on a une grande fiche avec la petite tête de tous les personnages. Je reçois un personnage, par exemple, je reçois Harry. Et les autres, ils doivent poser des questions. Est-ce que ton personnage a des lunettes? Oui ou non? Alors, les autres commencent à supprimer les personnages qui ne portent pas de lunettes, etc. Mais la contrainte, c'est que les questions qui se posent doivent être répondues par oui ou par non. Je ne peux pas poser des questions du type comment il est, qu'est-ce qu'il a, etc. Voilà. Pardon? Ah, c'était pas pour la classe. OK. OK. Et de cette manière, je peux aussi travailler sur d'autres thématiques, des chanteurs, des personnages des films francophones. Pourquoi pas, si les élèves aiment bien l'idée, faire un quiz de la classe. Si vous travaillez avec des petits enfants, ça peut être sympa avec leurs photos ou leurs portraits, s'ils ont dessiné à l'avance, etc.
Ok, mais en tout cas, voilà, j'insiste sur l'idée qu'il faut toujours tout adapter. Donc, c'est vrai que ce sont des idées un peu clés en main, mais l'idée, c'est de voir comment j'insère ça, si ça me plaît, si moi, en tant qu'enseignante, je me sens à l'aise ou pas avec l'activité, et si mes apprenants aussi vont apprécier ou pas. Donc, pour tous ces types des jeux, et je dis juste un dernier petit mot sur ça, c'est très important de bien expliciter les consignes et les règles si vous allez mettre en place un jeu dans la classe. Parce que sinon, après, ça devient très chaotique, surtout parce que parfois les élèves sont très attachés aux points et aux vainqueurs. Donc, il faut tout expliciter à l'avance. Donc, si vous allez mettre en place un jeu, pensez aussi qu'on ne le fait pas en 15 minutes. Il faut prévoir un temps dans la séance, un temps de 30, même 40 minutes parfois, si vous voulez parler des consignes, ensuite faire les jeux, puis faire un bilan. Donc, voilà, il faut juste tenir compte de cela. OK. Est-ce que ça va jusqu'ici? Quelqu'un a Ouais. d'autres idées ou des questions ou quelqu'un souhaite partager d'autres expériences de classe? Un peu comme Marcella a fait avec la BD? Non, je suis curieuse de savoir si quelqu'un a testé ces activités-là ou si vous connaissiez ces activités ou des activités similaires. Bon, Pictionary, je pense que oui. Vous avez fait l'activité qui est? Je viens de la faire la semaine dernière Et alors, comment ça s'est passé? et avec des élèves du niveau élémentaire. C'était des questions fermées et ça a très bien fonctionné. Oui, Ok, c'est un jeu typique. tout à fait, tout à fait. Là, je reviens un peu sur cette idée de l'oral. N'hésitez pas aussi à travailler sur l'intonation puisque c'est que des questions et que la réponse est oui ou non. On peut faire un petit point aussi sur l'intonation, éventuellement sur le type de questions si vous êtes dans un niveau plus avancé euh, et que, je ne sais pas, vous travaillez sur les questions avec inversion. Donc, en fait, vous voyez, c'est que des principes. Ensuite, on peut ajouter des contraintes, complexifier les activités, proposer d'autres défis, etc. Ok, merci Marcella pour Non, ton... de rien. De fait, ma prof de tchèque fait la même chose. D'accord. Il nous fait souffrir en posant des questions. D'accord. Ah non, mais ne le vis pas comme ça, Marcella. C'est une chance de poser des questions. Ah, ok. Bon, alors j'ai juste un petit bonus pour vous faire découvrir. Justement, dans cette idée du monde de l'art, de donner la parole à, je ne sais pas, une photo ou un personnage sur un tableau. Je voulais vous montrer une série qui a été faite par Arte, la chaîne franco-allemande, qui justement donne la voix à des tableaux. Donc, il y a comme des tableaux vivants. Ce sont des vidéos pour un niveau plutôt avancé, même si je pense qu'il y a des sous-titres qui peuvent être mis sur YouTube. Ils sont pas, parfois il y a des fautes. Je pense que ce sont plutôt des sous-titres automatiques. Donc, normalement, vous allez regarder cette vidéo sans sous-titres. Je voudrais vous montrer la vidéo juste pour commencer à boucler un peu cet atelier et pour vous laisser aussi une ressource complémentaire. Donc, je partage mon son, je reviens ici et vous me faites signe si ça ne s'entend pas ou s'il y a des problèmes techniques, bien sûr. C'est parti. Amusez-vous, amusez-moi. Hey, amusez-vous, amusez-moi. Amusez-vous, amusez-moi. Oh,
j'en peux plus. Agence artistique Média Talent, bonjour. Allô Brigitte, c'est Lisa. Lisa? Mona Lisa, la Joconde, t'en connais d'autres? Ah, pardon, je t'ai pas reconnue. Ça va? Dominique est là. Attends, je vais voir s'il est dispo. Dominique? Quoi? Lisa au téléphone. Oh non, pas elle. On est sur haut-parleur, là. Eh, salut ma chérie, alors quoi de neuf? Bah tu sais bien, j'en peux plus de sourire toute la journée comme une idiote. Tout juste si je fais pas gna 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 gna, j'ai l'impression d'être devenue une peluche géante à Disneyland. T'exagères, tout le monde aimerait être à ta place au Louvre. 20 000 visiteurs par jour. Et peut-être, mais je fais ça depuis 1503, t'imagines? J'ai la mâchoire déglinguée le soir, je te raconte même pas. En plus, je peux me confier à personne comme je suis toute seule dans mon tableau. Je comprends, mais Tu m'avais promis que tu t'en occuperais, où ça en est? j'ai encore appelé ce matin. Désolé, on peut pas te transférer dans un autre tableau. Mais il est où le problème si tu me transfères? Je sais pas, moi, dans le tableau de la scène, ça reste du Léonard de Vinci. On en a déjà parlé, c'est pas possible, ma belle. En plus, je serai assise à manger autour d'une table, à papoter avec 13 personnes, et pas comme ça, on sera 14 et ce sera mieux pour tout le monde. Bon, que des hommes, donc je vais me faire brancher, mais ça me changera. Lisa, la scène est exposée à Milan. Toi, t'es à Paris, donc c'est pas possible. Bon, ok. Mais est-ce qu'au moins je peux arrêter d'avoir ce sourire niais? Lisa, ton sourire, c'est ce que les gens aiment le plus chez toi. T'es une méga star. Mais à quoi ça sert d'être une méga star si je peux pas avoir des exigences de star? Lisa, revenir sur le sourire, c'est impossible, c'est dans le contrat. Et si je faisais grève? Bah s'il y a pas d'autre moyen, moi je suis en France quand même. Écoute, je voulais pas t'en parler avant, mais apparemment, il va y avoir une nouvelle suite à Da Vinci Code. Ah bon? Oui, ton rôle sera plus important que dans le premier film. Sérieux? Et il y aura encore cet obsédé de Tom Hanks dedans? Oui, je sais qu'il a eu les mains baladeuses, mais la prod a promis de le surveiller. Et surtout, t'es prête? Ouais. Il y a des rumeurs qui disent que DiCaprio pourrait jouer dedans. DiCaprio? Oh, ah non mais DiCaprio, mais ça rigole pas, hein? Tu vois, ta vie n'est pas si terrible. Ah non mais DiCaprio, c'est génial! Faut juste attendre 3-4 mois pour être vraiment sûr, mais je te recontacte dès que j'ai des nouvelles. Non mais c'est énorme, merci Dominique! Les actrices, on peut leur faire croire n'importe quoi. Tiens, j'aurais dû lui dire que Michael Jackson faisait la musique pendant que j'y étais. Monsieur, vous êtes toujours en ligne, là. Amusez-vous, amusez-moi. Hey, amusez-vous! Ok, voilà. Vous connaissiez cette série Amusez-vous, amusez-moi? Oui. Marcel a dit oui. D'accord. Ok. Et Bon, en pandémie, dans tous les groupes de profs, on s'envoyait des choses comme ça tu as vu? pour Oui, travailler. c'est vraiment très, très bon. Et puis, il y a aussi d'autres épisodes disponibles sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller chercher aussi ces épisodes-là. Ok, donc je reviens ici. Pardon, je vous passe le lien également par le chat. Voilà. Il y a d'autres tableaux, Victoire, qui parlent comme ça, d'autres personnages de tableaux célèbres. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'autres personnages qui parlent. Tout à fait. Ok, super. Donc, n'hésitez pas à aller explorer un petit peu plus pour trouver d'autres ressources. Et donc, avec ça, en fait, je voudrais arriver à la conclusion de notre atelier. Donc, du coup, bon, je pense qu'on a avancé à plusieurs reprises un peu le sens de cet atelier tout au long de la séance. Donc, l'idée, c'était de nous interroger un peu sur cette notion d'interaction, aussi bien du point de vue théorique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on interagit, comment on interagit dans la vie réelle, quel est le classement qu'on peut faire des interactions, quelle est la place des rapports des interactants dans ce type de communication. Et puis après, on voulait aussi travailler sur quelques activités qui permettaient de déclencher la prise de parole, c'est-à-dire pour éviter de rester un peu ou rester dans la monotonie parfois des jeux de rôle ou des activités proposées dans les manuels, c'est-à-dire avoir une petite valise d'activités disponible pour proposer des variantes et surtout, et je pense que c'est quelque chose que vous faites et que vous connaissez déjà et que vous avez déjà vécu,
plus on teste d'activités, plus créatifs on devient, puisque finalement, la créativité, elle s'exerce. Euh, on ne crée pas à partir du néant, mais en fait, on crée à partir des activités qu'on a déjà faites ou desquelles on a entendu parler. Donc, ensuite, c'est finalement de rajouter des contraintes, de, comme je disais tout à l'heure, voir ce qui s'adapte avec le groupe, voir la question du temps aussi, ça c'est important, voir combien de temps me prend cette activité ou l'autre, et surtout penser au moment de l'activité. C'est pas juste lancer la consigne pour la lancer, mais penser aussi à la bonne explication, au déroulement de l'activité et à la conclusion ou au bilan, là où on veut arriver avec cette activité. Euh, donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite dire une petite quelque chose avant de terminer. Si quelqu'un a des questions, si vous pensez que tout est clair. Une seule chose que je voulais Bien sûr. dire. Je vois d'après ce que tu as présenté de l'interaction à l'oral, tout cela peut se faire de manière très différente. Mais en tout cas, quand on présente un jeu, est-ce que l'on peut s'en passer de la compétitivité? C'est une bonne question. Je pense que la compétence, elle est un peu au sein de la notion de jeu. Euh, Après, on peut l'encourager plus ou moins, je crois. Mais à mon avis, mais bon, c'est une opinion personnelle et puis aussi d'après les expériences que j'ai eues aussi enfin, avec des jeux dans les cours, on peut s'en passer, mais très difficilement parce que le jeu, c'est aussi atteindre un objectif, gagner des points. Donc, si tu n'aimes pas trop ce côté-là, ce que tu peux faire, c'est peut-être ne pas trop l'encourager. Je ne sais pas, encourager, ça veut dire, je ne sais pas, on forme des équipes, on met un nom pour chaque équipe, on compte les points au tableau. Parfois, c'est positif, surtout, je pense, pour les élèves enfants et adolescents, préadolescents, qui aiment bien cette idée de jouer, de gagner, de compétitivité. Mais bon, si toi, tu te sens pas trop à l'aise avec ça, Lily, je pense que tu peux peut-être le présenter autrement. Peut-être pas trop comme un jeu, mais comme une activité. Mais je pense que le jeu a intrinsèquement un peu cette idée de compétence. Euh, voilà. Après, bon, comme je vous dis, il faut chercher parmi toutes ces activités, les activités qui vous plaisent le plus et surtout les activités desquelles vous êtes sûr et enfin, les activités que vous pensez qui peuvent vraiment vous servir. Il faut avant tout être sûr euh, de la pertinence de l'activité, de la richesse qu'elle peut apporter. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole ou dire quelque chose ou demander quelque chose? Non? D'accord. OK. Bon, en tout cas, enfin, c'est moi qui vous remercie pour cette séance partagée. Euh, J'espère que vous avez trouvé utile l'atelier. J'espère que vous sortirez, voilà, avec des idées et que vous pourrez les mettre en place dans vos cours. Donc, n'hésitez pas voilà, après, je pense que Lucia, tu vas partager la vidéo, l'enregistrement sur Oui, YouTube. tout à fait. Oui, c'est ça, c'est notre chaîne YouTube. Super. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube du professorat parce que, bon, l'idée, c'est de l'alimenter. Il y a déjà une autre formation qui a été faite sur Canva. Je pense qu'il y a aussi une autre vidéo, je pense une conférence, c'était Lucia, l'autre. Oui, c'est ça. Oui, peu à peu, on va commencer à y verser des conférences, des activités qui ont été enregistrées pendant les dernières années. Et je vais mettre sur le chat et voilà, le lien vers la chaîne. Super, super. Ok,
Donc, voilà, je vous redis un grand merci. Je te passe la parole, Lucia, si Oui, tu bien veux. sûr, bien sûr. Merci. Bon, merci donc Victoria, merci et tout le monde pour votre présence, pour vos participations. Donc, bien sûr qu'on va se retrouver très prochainement pour d'autres formations. En fait, jeudi prochain, nous avons une formation autour de l'éducation complète à la sexualité et le travail qu'on fait dans nos cours de FLE et qui sera assuré par un autre professeur de notre institution, c'est Monsieur Sergio De Bonis. Alors, très prochainement, je vais vous faire parvenir voilà, le rappel. Quand même, je sais que, et on a déjà commencé, il y a au moment de faire la promotion de cet atelier, je sais que quand même j'ai annoncé cette autre formation qui nous attend. Et voilà, et restons connectés pour la suite. Avant de nous quitter, donc, j'ai bien pris note de vos pièces d'identité pour et prévoir les attestations pour les personnes qui l'ont demandé. Donc, c'est bien Agostina Zuccoli, j'ai bien noté ta pièce d'identité, Isaura pareil, Valeria Medina Dupuy, Marcela Greco, pareil, j'ai déjà noté, et ta pièce d'identité, Luz Aramburu, Carolina Alvarez et Damien et Vigo. OK? S'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'une attestation, vous me le faites Oui, moi aussi, savoir. s'il te Je vous plaît. laisse mon mail. Voilà, au cas où. Voilà. Donc, bien. Et j'aurais besoin, c'est vrai, parce que j'ai vos adresses mail, parce que c'est presque pour tout le monde, mais je n'ai pas l'adresse mail de Carolina Alvarez et de Damien Vigo. Alors, si vous êtes par là, et envoyez-moi sur le chat votre adresse mail, comme ça, je peux vous faire parvenir l'attestation. OK? Voilà. Bien, ok. Alors là, je vois que Géraldine a besoin d'une attestation. Donc, Géraldine, écris-moi sur les mails que je viens de vous passer. Comme ça, et quand tu m'écriras, tu me passes ta pièce d'identité. D'accord? Parce que là, voilà, il faut qu'on se quitte. Je sais que tout le monde a des choses à faire. Moi-même, je suis là, j'ai là à côté de moi une de mes étudiantes et il y a des étudiants aussi dans, dans cette salle de Zoom. OK? Voilà, donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'une attestation, vous m'écrivez sur professoraluciamiaki@gmail.com et s'il vous plaît, Carolina Alvarez et Damien Vigo, écrivez-moi un petit mail, comme ça j'ai votre adresse et je peux vous envoyer l'attestation. OK? Bon, voilà tout. Excusez-moi pour le bruit, il y a les enfants je suis Lengua Vivas et il y a les enfants de l'école secondaire qui passent. Bien, et je crois que voilà, c'était tout. C'était tout. Et, donc, merci à tout le monde et on reste connecté. D'accord? Merci à vous. Pour une prochaine. Hein. Allez. Au revoir. Allez, au revoir.